Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. C'est ma première fois au Maroc, donc c'est un peu particulier également. Merci professeur Halimi, merci au docteur Iraki pour cette invitation. Et donc effectivement, alors je vais pas refaire tout l'historique. Vous la connaissiez avant cette maladie par la NAFLD, non-alcoolic fatty liver disease pour l'acronyme anglais. On est passé par, on s'est cherché dans cette discipline. Il y a eu MAFLD à un moment et finalement il y a un consensus d'experts qui a retenu cette définition qui est la MASLD pour Metabolic Associated Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, donc la maladie stéatosique liée à une dysfonction métabolique, ce qui finalement effectivement colle un peu plus à ce qui est réellement cette maladie. C'est une maladie métabolique qui est à la frontière justement entre la prise en charge endocrinienne, métabolique et pour les formes les plus sévères vers nos confrères hépatologues. Donc le sujet est vaste, moyen diagnostique et base thérapeutique. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai des liens d'intérêt avec notamment des laboratoires pharmaceutiques qui développent justement des traitements ou qui développent des outils diagnostiques, mais qui n'ont pas influencé mon propos aujourd'hui. Donc déjà, en ce qui concerne la prévalence, et notamment pour nous endocrino-diabétos parmi les patients diabétiques de type 2, la prévalence de la MASLD, c'est-à-dire tous les stades confondus, est très importante au sein des patients diabétiques de type 2. De manière globale, quand on fait, et c'est ce que je vous montre ici, c'est les résultats d'une méta-analyse, on a maintenant une proportion d'environ 65% de MASLD, je me trompe aussi, chez les patients diabétiques de type 2, ce qui est important. Et surtout, c'est en augmentation. Alors, c'est une méta-analyse qui regroupe toutes les données de la littérature. On a des données du Middle East et de l'Afrique, mais pas encore beaucoup d'études. Donc vraiment, ça va être important aussi, je pense, pour vous, la communauté nord-africaine, d'essayer aussi de nous donner des données de prévalence. Il est possible aussi que votre population soit un peu différente, notamment parce qu'il y a des cofacteurs génétiques qui peuvent être en jeu et bien entendu environnementaux et nutritionnels. Et surtout, le message clé, c'est que quand on regarde la tendance et quand on regarde l'évolution, en fait, finalement, c'est en augmentation, même chez les populations diabétiques de type 2. C'est très en association également, bien entendu, avec l'épidémie de surpoids et d'obésité. Et donc, quand on regarde dans le monde, c'est 436 millions d'adultes avec diabète de type 2 qui sont également atteints de MASLD et 65% qui sont atteints de MASLD. Vous voyez les courbes au cours des années, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on est en constante augmentation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que finalement, c'est pas forcément d'être atteint d'une maladie stéatosique du foie qui va être impactante, c'est surtout sa progression. C'est-à-dire, est-ce que cette stéatose hépatique, elle va créer de l'inflammation, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant la NASH et qui maintenant s'appelle la MASH, toujours pour la même chose, métabolique associated stéatohépatitis. Et puis cette MASH, elle va concerner à peu près, alors on a encore un peu du mal à savoir parce qu'il faut une biopsie hépatique pour la définir, mais 66% des patients diabétiques de type 2. Ceux qui auront une évolution vers la fibrose hépatique, c'est environ 41%. Donc la fibrose significative, c'est les stades à partir de grade F2. Et le plus sévère, les fibroses avancées, c'est-à-dire les stades de fibrose en classe F3 ou F4, la cirrhose, reste une minorité de nos patients, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est 15% et c'est même peut-être un tout petit peu surestimé. Donc voilà un peu pour planter le décor. Pourquoi, pour moi, en tout cas, il paraît maintenant évident de m'intéresser à cette maladie en tant que diabétologue. Et c'est clairement parce qu'on se rend bien compte qu'il y a une interaction bidirectionnelle entre ces deux maladies. La présence des deux en même temps va changer complètement le pronostic de nos patients. Donc il y a deux visions. La première vision, c'est quand je parle avec mes collègues hépatologues, qui eux voient des patients avec MASLD, ils voient plutôt les cas les plus sévères, atteints de MASH avec des perturbations sévères du bilan hépatique, et que de surcroît, ce patient-là est diabétique de type 2, puisque encore une fois, tous les patients avec MASH n'ont pas forcément de diabète de type 2. Eh bien, mes collègues hépatologues savent que la présence du diabète va augmenter le risque de progression vers les formes les plus sévères, MASH, cirrhose et également le risque d'être atteint de carcinome hépatocellulaire. Donc c'est des patients particuliers qui sont managés et qui doivent être surveillés vraiment avec attention. Et nous, et moi, dans ma pratique clinique de tous les jours, quand je prends en charge un patient diabétique de type 2,
que je regarde son état hépatique et que je sais qu'il est atteint de MASLD, c'est-à-dire simplement la présence d'une stéatose hépatique sur un ultrason, une échographie abdominale, sans même prendre en compte le fait qu'il ait une MASH ou une fibrose avancée, eh bien, plusieurs études ont montré que déjà ce seront des patients qui auront un équilibre glycémique plus difficile à atteindre. Par définition, ils ont une insulinorésistance plus importante, notamment hépatique, et souvent, c'est des patients qui auront besoin d'une intensification thérapeutique de plusieurs classes médicamenteuses antidiabétiques pour pouvoir arriver à l'objectif cible d'hémoglobine glyquée. Et puis surtout, avec les années et les suivis de patients, et notamment je vous montre des graphiques de méta-analyses qui ont été réalisées, eh bien, on sait que ces patients, vous avez en rouge les courbes, je pense que vous voyez ma souris, oui. Alors, en rouge, les patients diabétiques avec, alors ce sont des études qui ont été faites avant la nouvelle nomenclature, donc vous verrez encore parfois NAFLD sur des slides, avec NAFL et en bleu sans NAFL, tous diabétiques de type 2, eh bien, vous voyez qu'ils ont une proportion plus importante de maladies coronariennes, d'AVC, d'AOMI, et quand on prend ces trois facteurs ensemble dans un critère composite également de manière significative, ils seront plus atteints de ces complications-là. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien, on le voit assez facilement en pratique clinique, on sent bien que ces patients ont une ambiance cardio-métabolique particulière. J'avoue que j'étais un peu plus sceptique au départ sur le lien avec la microangiopathie. Notamment, cette étude-là montre qu'il y a une prévalence plus importante de maladies rénales chroniques, de rétinopathie non proliférative et proliférative. Et maintenant que je m'intéresse vraiment beaucoup et que dans le service, nous avons été pionniers dans la mise en place d'un dépistage systématique et évaluation du foie des patients, je le vois. Et même chez des patients où finalement l'hémoglobine glyquée est bien équilibrée avec simplement un traitement par metformine. Et parfois, effectivement, on est surpris de voir une rétinopathie. Et souvent, ce sont mes patients que je suis également pour MASH. Donc, et c'est confirmé par des études. Donc, les deux c'est vraiment associé à un pronostic plus sévère du diabète de type 2 en termes de macroangiopathie et de microangiopathie. Et donc on en arrive à cette évolution des pratiques qui fait que nous sommes une communauté de diabétologues de plus en plus grande, et j'espère pouvoir vous convaincre également aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en France on a un groupe même de travail commun avec la SFD et l'AFEF, qui est la Société française des maladies du foie, pour se réunir autour de ces questions-là. Mais il apparaît quand même maintenant assez évident pour nous que dans le cadre du bilan annuel que nous faisons chez tous nos patients diabétiques de type 2, on va regarder le cœur, on va regarder les vaisseaux, les gros, les petits, la microangiopathie, la macroangiopathie. On va regarder également l'équilibre glycémique, et que la case foie et s'intéresser justement à l'état hépatique de nos patients devrait faire partie maintenant de notre pratique courante et quotidienne. Et comment le faire? Eh bien, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé sur même la dernière année, même depuis le congrès de la SFD, où nous avions tout un atelier centré sur ce dépistage et cette prise en charge, puisqu'entre-temps, en juin, nous avons eu la mise en place et la publication de recommandations conjointes européennes des trois sociétés savantes autour desquelles naviguent ces patients, le ASL, qui est la Société européenne d'études du maladie du foie, dont j'ai la chance de faire partie du comité scientifique, le ASD et le ASO, donc la Société européenne de diabéto et d'obésité, pour se mettre ensemble et définir des nouvelles recommandations. Je me permets de faire un petit peu de pub. Le ASL a édité une application gratuite qui permet justement de retrouver ces guidelines. Alors bon, il y aura beaucoup de guidelines sur le foie qui vont pas beaucoup vous intéresser, mais vous retrouverez de manière pratico-pratique toutes ces recommandations sur cette application. En anglais pour l'instant, peut-être qu'un jour on arrivera à les traduire dans toutes les langues, mais c'est déjà un très grand progrès d'essayer de disséminer ces recommandations. Alors on va les prendre ensemble pas à pas. Ce que nous disent ces recommandations, c'est déjà justement l'arbre décisionnel. Alors, j'espère que c'est pas trop petit et que vous voyez bien. On commence par une vision quand même un peu foie centrée, où on nous dit si le patient a une stéatose hépatique, et alors que ce soit par ultrason ou par biopsie, eh bien on rentre déjà dans cette catégorie de maladie stéatosique. D'accord ? Ensuite, se pose la question de oui ou non, est-ce que le patient présente des critères cardio-métaboliques? Et ces critères cardio-métaboliques, vous les connaissez bien, c'est ceux du syndrome métabolique grosso modo, un diabète ou une intolérance au glucose, une hypertension, traitée ou non traitée, une dyslipidémie ou un surpoids ou une obésité.
Et en fonction de ça, si le patient présente de ces facteurs de risque cardio-métabolique, on va aussi regarder sa consommation d'alcool, puisque la consommation d'alcool va être un cofacteur qui va favoriser l'évolution, la progression de la maladie du foie. Et donc pour cela, on va pouvoir poser des questions simples de fréquence de consommation, avec un seuil de moins de 20 grammes par jour chez les femmes et moins de 30 grammes par jour chez les hommes. Et si les patients sont avec des critères cardio-métaboliques et l'absence de consommation excessive d'alcool chronique, eh bien, ce seront des patients que vous allez pouvoir classer en Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease, donc MASLD. Et ensuite, l'enjeu, ce sera d'essayer de savoir si ce patient présente une forme plus avancée, telle que la MASH. Si on regarde, je suis partie à l'envers, pardon. Si on regarde la deuxième case, et ça fait partie également des nouvelles nomenclatures qui a accompagné ce nouveau nom, MASLD, on a aussi redéfini un petit peu les différents autres stades, et notamment maintenant on prend en compte le fait que bien souvent, alors peut-être moins dans les pays d'Afrique du Nord, mais en tout cas souvent nous on a des patients qui boivent un petit peu trop d'alcool, et qui ont des critères cardio-métaboliques, et en fait ils ont une maladie double. Ils ont une maladie liée à un excès de consommation d'alcool, plus une obésité, un diabète, etc. Et donc pour ces gens-là, se définit maintenant ce qu'on appelle la METALD, qui va correspondre à des critères cardio-métaboliques combinés à une consommation excessive d'alcool, mais pas de dépendance et pas d'alcoolisme complètement avéré. Et pour ceux qui seront vraiment sur des consommations très importantes, 50 grammes par jour d'alcool chez les femmes et 60 grammes par jour chez les hommes, là on va les considérer comme une maladie alcoolique du foie, comme c'était le cas avant. Et puis, si les patients ne cochent pas toutes ces cases-là et qu'on n'arrive pas à les rentrer dans ces trois catégories de maladies stéatosiques, je vous rappelle que le critère d'entrée c'était la stéatose hépatique, eh bien on est sur des raretés, ça peut être d'autres causes médicamenteuses, des maladies rares, monogéniques, et puis quand on ne trouve vraiment rien, on continue à appeler ces patients-là des stéatoses hépatiques cryptogéniques. Donc voilà un petit peu le nouveau dogme, la nouvelle façon d'appréhender les choses, en tout cas selon ces nouvelles recommandations. Si nous nous plaçons du côté de la diabétologie, finalement on prend le problème un petit peu à l'envers, on rentre dans cet arbre décisionnel. Ici, tous nos patients ont des critères cardio-métaboliques, donc oui. Ce qu'on regarde, c'est surtout est-ce qu'ils ont ou non un foie stéatosique. Et puis surtout, effectivement, regarder quelle est leur consommation d'alcool pour arriver à savoir si c'est une MASLD pure, une METALD, ou voir si vraiment il y a une addiction alcoolique forte, plutôt les orienter vers une prise en charge en addictologie. Et une chose qui est très simple, c'est ce qui s'appelle le questionnaire AUDIT. Et il existe même le questionnaire AUDIT-C qui est court et qui ne reprend que 3 questions de fréquence de consommation d'alcool, et que maintenant on a implémenté de manière systématique un petit questionnaire que les patients remplissent, et ça nous permet vraiment de mieux dépister. On parle souvent justement du temps qu'on passe à discuter avec les patients, de ce qu'ils sont prêts à nous dire ou pas. On avait cette conversation avec le professeur Halimi, et parfois c'est plus facile pour le patient de remplir son questionnaire de consommation d'alcool que de reconnaître et d'en parler aux praticiens. Donc ça permet vraiment de les laisser vraiment nous rendre ce questionnaire, et on l'interprète avec eux ensuite. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux de des nouvelles recommandations de nomenclature, et comment on va classer ces nouvelles catégories de maladies de stéatose hépatique. Et surtout, ces 4-5 dernières années, comme je vous l'ai dit, nous avons fait énormément de progrès pour le dépistage et la nécessité du dépistage des formes les plus sévères, donc de fibrose avancée, chez les patients à haut risque tels que les patients diabétiques de type 2. Et comme vous voyez là, j'ai repris les grandes sociétés savantes américaines, européennes, qui sont toutes d'accord et qui affirment de manière forte la nécessité de ce dépistage chez tous les patients, en prenant en compte 2 choses: le fait que c'est une maladie asymptomatique qui reste longtemps difficile à diagnostiquer jusqu'au stade très sévère de cirrhose, bien souvent décompensée, où il est trop tard pour pouvoir espérer une amélioration. Et à l'inverse, des patients avec un bilan hépatique perturbé sont très fréquents. Ils ne sont pas forcément, la perturbation du bilan hépatique n'est pas forcément synonyme de formes les plus sévères. Donc on a vraiment besoin d'affiner les stratégies de dépistage.
Donc ici, je vous montre l'arbre décisionnel qui a été le premier publié en 2022 par nos collègues américains de l'ADA, qui affirme donc justement 3 messages clés. Le premier, c'est qu'en première ligne dans ce dépistage, il faut réaliser un score sanguin simple, peu coûteux, qui s'appelle le FIP4. J'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'il est considéré que c'est la stratégie la plus rentable pour le dépistage initial des personnes atteintes de prédiabète ou de facteurs de risque cardio-métabolique. Et puis aussi, c'est ce que je vous disais, on réaffirme de manière forte que si on regardait simplement le bilan hépatique en se basant sur une perturbation des azates ou des alates supérieure à la norme, on manquerait la plupart des patients en temps de nage, puisqu'il y a certains patients qui finalement ont des enzymes hépatiques pas si perturbées. Et enfin, si ce FIP4 est indéterminé ou élevé, donc si ce FIP4 se trouve dans une zone ici ou là supérieur à 1,3, eh bien, il faut une deuxième ligne, un examen de deuxième ligne. Et l'examen qui est préconisé dans ces cas-là de manière assez large, c'est la réalisation de mesures d'élasticité du foie, de dureté du foie par notamment ce qu'on appelle la VCTE qui se mesure par ce qu'on appelle le fibroscan. Mais s'il n'est pas disponible, on peut également utiliser des biomarqueurs sanguins. C'est là où on bute actuellement dans notre profession, partout dans le monde. C'est que la disponibilité de cette mesure et de cet examen n'est pas encore assez bien implémentée et coûte encore un certain coût d'acquisition, notamment de machines. Et on travaille énormément pour que les patients puissent être remboursés et pour que cet examen puisse se démocratiser le plus possible et surtout dans les services de diabétologie. Donc pour en revenir à ce fameux FIP4, eh bien, vous voyez ici, c'est une formule libre de droit qui peut se calculer. Donc il y a des calculateurs en ligne que vous pouvez trouver et dans l'application des guidelines, vous l'avez aussi ce calculateur qui prend en compte des paramètres assez simples, l'âge, le niveau des azates, le niveau des alates et le niveau des plaquettes. Donc c'est le bilan minimum qu'il faudrait ajouter dans la case « J'évalue le foie de mes patients » et je sais que dans beaucoup de pays, ces 3 paramètres, plaquettes, azates, alates, sont pas forcément dosés. Et même aux États-Unis, le bilan standard que l'on coche dans la case cardio-métabolique souvent ne contient que les alates et pas les azates. Donc il y a encore du progrès à faire, mais je pense vraiment que c'est le minimum nécessaire aujourd'hui pour pouvoir réaliser ce FIP4 et le coût n'est pas forcément très important. Il faut juste convaincre nos autorités de santé de l'intégrer dans un remboursement du bilan. Et ensuite, ça marche comme un feu tricolore. Moins d'1,3, comme vous le voyez ici, il a une très bonne valeur prédictive négative. Donc vous êtes à peu près certain, 93% des cas, d'éliminer des cas graves atteints de fibrose avancée. Vous pouvez rassurer votre patient. Vous n'avez pas de risque et on va s'occuper du reste. Il va falloir prendre en charge cette stéatose en essayant de maigrir, mais il n'y a pas besoin d'aller spécifiquement voir les pathologues. On surveillera tout ça. Au-delà de 2,67, c'est un score qui est haut, le seuil haut, où là, la probabilité d'être atteint d'une fibrose avancée est un peu plus forte, mais vous voyez que la valeur prédictive positive n'est que de 66%. Donc l'interprétation n'est pas 100% sûre et quoi qu'il arrive, il faudra que ce résultat soit confirmé par des examens plus précis. Puis ce qui est un petit peu embêtant, c'est cette zone grise qu'on appelle indéterminée ou intermédiaire, où là, on peut pas trop se prononcer. Tout ce qu'on peut dire, en tout cas c'est ce que je dis aux patients, le risque n'est pas nul, il faut faire un examen un peu plus fiable pour pouvoir répondre à la question. Et comme je vous l'ai dit, cet examen c'est le fibroscan et dans les recommandations européennes, on suggère également que les patients, comme l'âge est compris dans le calcul du FIP4, on suggère que pour les patients âgés, au-delà de 65 ans, ce seuil d'1,3, le seuil bas pourrait être relevé à 2, mais clairement, et c'est bien écrit dans les recommandations, l'evidence base de ce seuil n'est pas encore vraiment très sûr, mais si vous voulez éviter d'avoir trop de patients qui auront une indication de fibroscan, ça paraît être un bon moyen de limiter le nombre de faux positifs du FIP4 liés à l'âge en adaptant le seuil bas pour les patients les plus âgés. Et donc, ensuite, si votre FIP4 est inférieur à 1,3, comme je vous disais, risque faible, pas besoin de référer. Si le seuil est entre 1,3 et 2,67, cette fameuse zone grise, on va avoir besoin de recourir à un test de deuxième ligne qui est ce fameux fibroscan ou la VCTE.
Et si le test est supérieur à 2,67, eh bien, il faut adresser votre patient en hépatologie pour un examen complémentaire. Vous voyez qu'il y a un point qui est très important et sur lequel je travaille énormément au CHU de Lyon, c'est le positionnement de ce test de deuxième ligne, le FibroScan. Je suis biaisée dans le sens où je suis fermement convaincue que c'est un examen que nous devons nous approprier, les diabétologues, et qu'il serait important qu'on puisse le réaliser chez nous. C'est la raison pour laquelle au CHU de Lyon, on a fait l'acquisition de cet appareil et on réalise maintenant des bilans d'hôpitaux de jour de diabète où on réalise le FibroScan avant d'adresser les patients, ce qui nous a permis d'améliorer la file active, de réduire le nombre d'adressages et d'être plus efficient. Et on fait ça conjointement avec nos collègues hépatologues, bien entendu. Donc ce FibroScan, eh bien pareil, il marche avec 2 seuils. En dessous de 8 kPa, c'est la mesure de la dureté du foie, c'est vraiment une mesure physique. Plus le foie sera dur mesuré par ce FibroScan, plus il sera associé à une fibrose. Et lorsque la valeur est à moins de 8, le risque d'être atteint de fibrose avancée, encore une fois, est faible, à une valeur négative prédictive de 90%. En revanche, quand il est haut, au-dessus de 8, ce qui est recommandé actuellement, c'est d'adresser le patient en hépatologie parce qu'il y a un risque de fibrose avancée plus important. Et puis surtout, vous allez pouvoir attraper ceux qui ont une fibrose débutante F2 et pas encore F3. Et par contre, plus la mesure augmente, au-dessus de 12, c'est très suspect de fibrose avancée. Et plus la valeur augmente, plus vous êtes à risque de présenter une cirrhose et notamment de l'hypertension portale qui est aussi très corrélée à cette mesure d'élasticité du foie. Mais vous voyez que la valeur prédictive positive, quelle que soit la valeur haute, n'est jamais de 100%. Donc là, c'est pareil, attention à la dérive. On ne peut pas substituer la mesure d'élastographie par FibroScan comme un moyen diagnostique de 100%. Ce n'est pas le gold standard. Le gold standard sera toujours et encore pour l'instant la biopsie hépatique. Le but du jeu, c'est de réduire au maximum le nombre de sujets qui auront besoin d'avoir recours à cet examen invasif qui est la biopsie hépatique. Voilà pour les recommandations. Et donc, comme je vous l'ai dit, je voulais aussi vous faire part de mon retour d'expérience. Donc, non seulement au CHU de Lyon, mais également sur la France, comme nous sommes une communauté assez active, avec notamment les 2 services de diabétologie lyonnais, le service de Nantes avec Bertrand Cariou, et le service de Dijon du professeur Vergès, où nous avons depuis 2020 mis en place une étude prospective multicentrique où nous incluons des patients à risque, diabétiques de type 2 ou obèses, entre 40 et 80 ans qui ont une stéatose hépatique à l'échographie, dans un dépistage systématique où on réalise systématiquement un FibroScan, mais également le FibCat et tous les autres examens non invasifs qui existent actuellement, notamment des marqueurs brevetés, le fibrotest, le fibromètre et le test ELF. Donc là, ce sont les données qui ont été présentées à la SFD et au congrès de l'EASL, 652 patients, dont 87% étaient diabétiques de type 2, une grande majorité également de patients atteints d'obésité. Et vous voyez que quand on regarde la distribution des scores, pour 54% d'entre eux, ils auront un FibCat négatif, chez qui on pourra les rassurer et ne pas avoir besoin d'examen de seconde ligne. En revanche, il y a une proportion quand même importante de patients qui auront besoin d'un FibroScan. Et si on avait réalisé le FibroScan chez tout le monde, là encore une fois on l'a fait dans toute la population, là on arrive à exclure 80% de notre population avec un FibroScan bas à moins de 8 kPa. Donc finalement tous ces patients-là restent chez nous, n'ont vraiment pas besoin d'aller ailleurs et d'être inquiétés par des consultations, des pathologies. Et donc, ce que nous avons fait, alors c'est un petit peu complexe, comme tous n'ont pas eu une biopsie, on a pris en compte, bien entendu, ceux qui ont eu besoin d'une biopsie comme diagnostic gold standard. Ensuite, un certain nombre ont eu une évaluation plus précise par IRM, notamment IRM élastographie qui mesure et qui peut permettre d'identifier des vraies cirrhoses. Et nous avons eu des diagnostics de cirrhose de patients qui s'ignoraient atteints de cirrhose pour 15 patients. Donc, c'est une minorité, mais néanmoins, 15 patients pour qui on annonce un diagnostic de cirrhose quand ils viennent faire un bilan de diabète, c'est pas négligeable. Et puis après, on a classifié par rapport au seuil de FibroScan. Et ici, je vous montre juste une du résultat phare de cette étude. C'est que quand on regarde la trajectoire en utilisant justement la stratégie, je fais un FibCat, je stratifie mes patients. Pour ceux qui ont un FibCat au-dessus d'un 3, je réalise un FibroScan et puis ensuite on regarde
ceux qui ont réellement à la fin une fibrose avancée ou non, qui avaient vraiment besoin d'être vus par les pathologues. Vous voyez que cette stratégie, elle marche bien. On a vraiment un taux de vrai négatif à 80%. Et donc, on arrive vraiment à avoir une filière qui marche bien. Quelques faux positifs, mais une minorité. Et quelques faux négatifs, mais qui restent, c'est 34 patients, 5% de notre population qui devront être suivis. Mais en termes de dépistage de masse, on est quand même sur un algorithme qui finalement marche bien. Et à ma connaissance, c'est la première étude qui arrive à le démontrer de manière prospective avec une méthodologie bien conduite. Deuxième partie, je pense que j'ai encore un petit peu le temps. Comment prendre en charge ces patients? Puisque finalement, on va rajouter une case, on va s'intéresser à la santé hépatique de nos patients. Et bien là, on retourne aux recommandations européennes conjointes EASL, EASD, EASO pour regarder ce qui est préconisé. Pour cette slide qui est un peu complexe, en tout cas, clairement, la première chose, c'est qu'on reconnaît la forte interaction avec l'obésité. Et la perte de poids sera de toute façon la première prise en charge nécessaire pour ces patients, quel que soit leur stade, avec un dogme qui est que si on arrive à faire perdre aux patients entre 7 et 10% de leur poids corporel initial, eh bien on augmente les chances d'amélioration des lésions de MASH et également de fibrose. Ça a été montré par des études interventionnelles, on en a peu, mais néanmoins il en existe quelques-unes vraiment bien conduites. Et puis surtout, le pilier de la prise en charge, c'est l'hygiéno-diététique, les modifications du mode de vie, avec le régime méditerranéen qui est celui qui a démontré une efficacité pour toutes les améliorations, stéatose, inflammation du foie et également la fibrose, avec majoration de l'activité physique. Et bien entendu, on en revient toujours à la même chose, prise en charge multidisciplinaire, diététicienne, nutritionniste, éducateur d'activité physique adaptée. Ça, c'est le monde idéal qu'on aimerait avoir pour nos patients, et on sait bien que c'est pas si simple, et surtout ça a un coût de santé qui est assez important, et surtout prendre en charge également les comportements alimentaires, toute la prise en charge comportementale qui est également clé dans la prise en charge de ces patients. Donc je vais pas beaucoup m'attarder sur cette slide. Je voulais plus développer avec vous aussi le futur, en tout cas ce qui est déjà recommandé avec la prise de position, malgré le fait que les premiers traitements approuvés pour la MASH n'est pas encore disponible en Europe et à ce que je sache pas non plus encore disponible au Maroc. Il a été seulement approuvé par la FDA aux États-Unis au mois de mars dernier, mais néanmoins on s'attend à partir de 2025 à pouvoir prescrire le traitement par resmetirom, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, surtout si on regarde cette case-là, chez nos patients diabétiques de type 2, il y a déjà des évidences de certains médicaments qui ont un effet favorable sur la stéatose hépatique, voire les lésions d'inflammation et de fibrose hépatique. Ce sont les analogues du GLP-1, type sémaglutide, liraglutide ou dulaglutide, et les doubles agonismes GIP-GLP-1 tels que le tirzépatide. Les inhibiteurs des SGLT2 ont aussi un bénéfice, mais plus en amont, quoique depuis un mois, je commence à me poser de nouveau des questions. En tout cas, l'evidence base est claire sur la diminution de la stéatose hépatique. Il n'y a pas encore d'études claires bien conduites avec des biopsies avant et après introduction d'inhibiteurs des SGLT2. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un bénéfice même sur les critères cliniques au long cours. Et puis la metformine, elle est à maintenir pour l'équilibre et la lutter contre l'insulinorésistance. Bien entendu, je ne vais pas développer clairement longuement, mais les statines sont sûres et peuvent être prescrites chez les patients atteints de MASLD, même si le bilan hépatique est légèrement perturbé. Ça a été largement démontré, il ne faut surtout pas hésiter, y compris chez les patients qui ont une cirrhose compensée. Et puis bien sûr, pour les patients qui ont des obésités sévères, on peut s'orienter vers les traitements anti-obésité qui sont finalement un peu les mêmes molécules, tirzépatide ou analogue du GLP-1, qui sont en train également d'arriver et d'émerger avec beaucoup de difficultés sur l'accessibilité et le remboursement. Et puis les thérapeutiques type intervention par chirurgie bariatrique, j'en parlerai pas beaucoup là, mais si vous avez des questions, on pourra en discuter tout à l'heure, mais effectivement la chirurgie bariatrique est efficace. Donc ici, si vous reprenez l'ensemble des médicaments antidiabétiques qui permettent une amélioration des lésions histologiques, donc vraiment prouvées par la réalisation de biopsies hépatiques avant et après introduction,
En toute logique, effectivement, le premier traitement qui a été étudié il y a quelques années, parce qu'il y avait un lien fort avec l'insulinorésistance, c'était la metformine. Clairement, aucun effet de la metformine sur les lésions histologiques de la mâche. Comme je vous disais, on peut le garder pour l'environnement métabolique, mais il ne faut pas en attendre ni une diminution de la stéatose, ni une amélioration de la mâche, et encore moins de la fibrose. Les sulfamides, il n'y a pas de rationnel physiopathologique qui pourrait faire penser que ça améliore, et ça n'a pas été étudié. Les inhibiteurs des DPP4 ont été étudiés, pas d'effet sur la mâche clairement, et ça n'a pas vraiment été étudié parce que déjà l'effet sur la stéatose hépatique est discuté. Quelques études discordantes, mais dans la grande majorité des cas, pas d'amélioration. Les ISGLT2 améliorent la stéatose, ça c'est bien montré, démontré. La mâche, peut-être, il y a quelques études qui le montrent, mais qui ne sont pas des vraies études contrôlées contre un bras comparateur, mais les patients avant et après auraient une amélioration après l'introduction de certains inhibiteurs des SGLT2, puis il y a d'autres études encore en cours dont on attend les résultats. La pioglitazone est également un traitement qui peut servir, qui améliore les lésions de stéatose de mâche et pourrait améliorer la fibrose avec des résultats discordants. Et puis les analogues du GLP-1, je vais y revenir un peu plus longuement, sont également favorables à la fois pour la stéatose et la mâche. Et le dernier en date, avec des résultats très nouveaux qui ont été publiés en juin dernier, sont sur le tirzépatide, avec une étude bien conduite en randomisé contrôlé contre placebo qui montre que c'est un médicament qui améliore la stéatose, la mâche et la fibrose chez des patients diabétiques et non diabétiques atteints de mâche. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Donc si vous avez à choisir, effectivement, voilà, pioglitazone, analogue des GLP-1 ou tirzépatide, voire ISGLT2, en sachant que le principal défaut de la pioglitazone est qu'il va avoir tendance à favoriser la prise de poids, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on recherche. Il y a eu des sujets sur également leur effet secondaire et il est retiré du marché en France, donc nous ne pouvons pas le prescrire. Les ISGLT2, nouvelles données qui viennent de sortir, le JAMA Internal Medicine 2024 et GUT 2024, il est encore in press, je crois qu'il est, il est sorti le mois dernier. Où là vraiment ça repose des questions. Ça, ce sont les nouvelles données que l'on a, notamment, vous savez, les études rétrospectives à partir des larges bases de données de systèmes de santé. On va aller regarder sur des volumes qui sont absolument impressionnants. Donc, nos amis coréens se sont vraiment mis dans cette brèche. Et donc, vous voyez, cette étude-là du JAMA, c'est 80 000 patients inclus, diabétiques de type 2, où ils ont regardé à partir des données de codage et des données de consommation de soins, leur traitement antidiabétique entre les inhibiteurs des SGLT2, qui sont ici en orange, justement les thiazolindione, les DPP4 et les sulfamides. Et vous voyez que quand on regarde l'incidence d'événements hépatiques, cirrhose, décompensation hépatique ou carcinome hépatocellulaire, les patients traités par inhibiteurs des SGLT2 au long cours semblent avoir un risque nettement significativement plus diminué de survenue d'événements hépatiques comparé aux patients qui ont les autres traitements. Et ça, c'est vraiment nouveau. Donc, il va falloir qu'on comprenne par quoi ça marche, quels sont les mécanismes. Et puis, je pense que c'est une sous-étude. On a du mal à savoir exactement. Là, ils ont regardé spécifiquement les patients qui avaient une primo-prescription d'ISGLT2 ou d'analogue du GLP-1, ce qui réduit considérablement le volume de sujets. Là, on a 20 000 sujets, où là, on retrouve, je vous ai pas mis le graphe, mais on retrouve cette tendance d'amélioration et diminution du risque de décompensation hépatique sous ISGLT2 par rapport aux autres traitements, notamment les sulfamides. Mais en revanche, vous voyez, il n'y a pas de différence, même si la courbe des ISGLT2 elle a l'air un peu plus basse que celle des analogues du GLP-1. Pas de différence significative entre ces deux traitements. Et puis attention, il faut regarder les chiffres parce que on se rend compte également que l'imprégnation ou l'exposition des patients aux analogues des GLP-1 est moins importante. C'est encore des traitements qui coûtent plus cher et donc qui sont peut-être moins prescrits. En tout cas, dans beaucoup de pays dans le monde, c'est le cas. En tout cas, c'est intéressant. Je voulais vous montrer les effets hépatiques, les essais phares qui sont actuellement en cours, et notamment sur le semaglutide, qui est en cours de développement en essai de phase 3 pour le traitement de la mâche. Et cette poursuite de développement est basée sur l'effet positif de cet essai randomisé contrôlé en double aveugle de phase 2, dont on connaît les résultats qui ont été publiés en 2020 dans le New England Journal of Medicine. 76 semaines de traitement,
3 dosages de sémaglutide, mais avec des dosages dont on n'a pas bien l'habitude. C'est du sémaglutide 0,1 mg par jour, 0,2 mg par jour en injection sous-cutanée quotidienne ou du 0,4. Donc on nous dit que ce serait à peu près l'équivalent, un peu plus du 1 mg hebdomadaire sur le 0,4. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que les patients traités par sémaglutide versus les patients sous placebo ont un pourcentage de résolution et d'amélioration de leur lésion de NASH significativement plus important que les 17% traités par placebo, et ça avait inclus des patients déjà avec des niveaux de NASH assez actifs et une fibrose type F3 ou F2. Et en revanche, c'est une étude qui n'a pas montré d'amélioration significative sur les lésions de fibrose, sur la régression d'au moins un stade de fibrose après 76 semaines de traitement. Vous avez entre 32 et 49% d'amélioration d'au moins un stade de fibrose sur une deuxième biopsie hépatique, alors que 33% des patients se sont améliorés sous placebo. Néanmoins, Novo Nordisk pense qu'en designant son étude avec du sémaglutide plus forte dose, 2,4 mg, qui est testé dans la phase 3 et avec une durée assez longue, voilà, ils espèrent en tout cas pouvoir démontrer un effet potentiel sur la fibrose dans leur essai de phase 3. On verra, résultat attendu fin d'année. En tout cas, ce qui est clair, c'est que même si l'amélioration de la fibrose n'a pas été identifiée et n'a pas été significative, lorsque l'on regarde parmi les patients qui ont eu une biopsie avant traitement et une biopsie après traitement, le pourcentage qui est représenté en rouge sur ce camembert de ceux qui se sont aggravés, eh bien vous voyez que il est plus important dans le groupe placebo, 18%, comparé au groupe traité, et que ceux qui se sont améliorés a une tendance, mais qui n'a pas été mise en évidence. Ça voudrait dire potentiellement que même si on n'arrive pas à régresser dans une durée de temps de 76 semaines, qui peut paraître relativement court, la fibrose hépatique, néanmoins, on pourrait potentiellement, notamment du fait de son effet bénéfique sur les lésions inflammatoires et de NASH, arrêter la progression, comme si on éteignait le feu ou les mécanismes qui favorisent la progression de la maladie, ce qui finalement serait pertinent d'un point de vue clinique, un peu plus compliqué pour convaincre les autorités légales de rembourser le traitement, parce qu'il faudrait une étude qui dure beaucoup plus longtemps pour démontrer. Et ce qui va être important, c'est de démontrer les outcomes au long cours. Est-ce que réellement nos patients vont s'améliorer sur le plan hépatique, faire moins de décompensation, moins progresser vers la cirrhose ou faire moins de cancer du foie. Le sémaglutide, là pour le coup, 2,4 mg hebdomadaire, celui qu'on connaît dans le traitement de l'obésité, a été également testé en parallèle de l'étude que je viens de vous montrer chez des patients plus sévères avec une fibrose sévère F4, donc une cirrhose encore compensée avec avec une fonction hépatique conservée. Et là encore, c'est une étude négative après 48 semaines de traitement. En tout cas, pas d'effet sur l'amélioration de la fibrose sous sémaglutide versus placebo et pas non plus d'effet sur l'amélioration de la NASH. Ce sont probablement des cas un peu trop sévères ou en tout cas qui auraient besoin d'un traitement plus important. Néanmoins, les leçons que nous pouvons tirer de cette étude, c'est un profil de sécurité satisfaisant chez ces patients. Des nausées, des diarrhées, comme on en observe dans toutes les études menées avec le sémaglutide 2,4 mg. Et en tout cas, la fonction hépatique et la fonction rénale est restée stable. Donc, cela veut dire aussi que pour nos patients qui ont une obésité importante et par ailleurs une cirrhose compensée liée à la MASH, on peut se permettre d'utiliser le sémaglutide 2,4 sans crainte. Et enfin, le dernier en date, nouveau résultat, paru et présenté à l'EASL en juin dernier, donc vraiment tout récemment, le tirzépatide, donc le double agoniste GIP-GLP1, donc c'est un essai de phase 2 contrôlé randomisé en double aveugle de 52 semaines, où vous voyez que les patients ont été traités, randomisés 1 pour 1 pour 1 pour 1, soit avec tirzépatide 5 mg, 10, 15 mg, donc les mêmes doses que l'on connaît pour le diabète et pour l'obésité. Et les patients traités par tirzépatide ont présenté une proportion plus importante et significativement plus importante d'amélioration des lésions de NASH, jusqu'à 62%, et je vous montre ici les résultats en intention de traiter, comparé à 10% sous placebo. Et de la même manière, l'évolution l'analyse en intention de traiter
Sur le deuxième critère de jugement, qui est l'amélioration de la fibrose d'au moins 1 grade histologique, sans aggravation de la NASH bien entendu, a montré également une amélioration significative qui n'est pour le coup pas dose dépendante, contrairement à la résolution de la NASH, entre 51 et 55% versus 30% sous placebo. Là encore, c'était des patients avec une NASH active F2, F3, diabétique et non diabétique. Il y avait les deux, il y avait à peu près 60% de patients diabétiques dans cette étude. Donc finalement, nous avons déjà des traitements dans nos mains, surtout nous les diabétologues. Et pour finir, l'avenir proche, alors plus ou moins proche en fonction de notre système de soins et de l'accessibilité du remboursement. On sait qu'en France, on se prépare déjà à ce que ce soit un petit peu long. Mais en tout cas, un nouveau traitement va arriver, il s'appelle resmetirom et il est déjà approuvé donc aux États-Unis pour les stades F2, F3 de fibrose et chez patients avec MASH. Une des grandes nouveautés également, c'est que aux États-Unis en tout cas, il est approuvé sans avoir besoin de réaliser une fonction biopsie hépatique chez ces patients. Donc les patients sur la base d'examens non invasifs, notamment le FibroScan, peuvent accéder au traitement. Alors comment ça marche? Là encore, c'est un traitement qu'on connaît plutôt bien, nous les endocrinos. C'est un agoniste des récepteurs bêta-thyroïdiens, mais très spécifique et centré sur le foie, et qui va avoir notamment un aspect fort d'amélioration du métabolisme intrahépatique, avec notamment la cible sur la désioxydase intrahépatique, qui va finalement rétablir un défaut d'activité de cette enzyme pour pouvoir justement rétablir un niveau de ratio T3 et T3 dégradé hépatique, qui va donc avoir une action vraiment centrée sur le foie. Et donc cette étude de phase 3 a été présentée l'année dernière et publiée en début d'année, a montré effectivement une amélioration des lésions de NASH et de fibrose de manière significativement plus importante chez les patients traités par les deux dosages, donc resmetirom 80 mg ou 100 mg versus placebo. Ça, c'est pour la MASH, et une résolution aussi similaire en termes de proportion, 24 à 25% en fonction des dosages versus 14% d'amélioration des lésions de fibrose. C'est un peu moins impressionnant que ce que je vous ai montré avec les analogues du GLP-1, mais néanmoins, ils ont été les premiers à démontrer cette efficacité sur les deux critères, MASH et fibrose, avec un profil de tolérance qui finalement présente également plutôt des effets indésirables gastro-intestinaux, des diarrhées, notamment à l'initiation, des nausées, peu d'effets indésirables, donc peu qui ont été montrés. Il y aura des points de vigilance notamment qui vont nous concerner, et je pense qu'on sera peut-être amené à donner beaucoup d'avis dans le futur à nos collègues hépatologues sur les bilans thyroïdiens des patients sous resmetirom. Ils entraînent une légère diminution de la T4 libre et de la TSH. Ils augmentent également un tout petit peu l'œstradiol et la testostérone chez les hommes, donc il faudra vraiment avoir une vigilance sur l'impact de ce traitement au long cours. Et par contre, en tout cas, on est rassuré sur les effets cibles des autres récepteurs thyroïdiens, notamment cardiaques ou osseux, pas d'effet sur la fréquence cardiaque, un effet neutre également sur l'IMC. Ce ne sera pas du tout un traitement qui va favoriser la perte de poids, ni un traitement qui va améliorer l'équilibre glycémique. Et il n'y a pas non plus d'alerte sur la densité osseuse. Et je m'aperçois que j'ai juste oublié de rajouter sur cette slide son effet bénéfique sur le LDL cholestérol. En revanche, c'est un médicament qui induit une diminution significative du LDL cholestérol, donc quand même plutôt un profil qui sera protecteur sur nos ennuis cardiovasculaires de ces patients-là. Et donc on va voir, cette étude finalement elle va poursuivre. Pour l'instant c'est une analyse intermédiaire réalisée pour déterminer un accès précoce du médicament, enfin en tout cas une autorisation sur le marché conditionnel. L'étude va se poursuivre 5 ans pour vérifier que ces résultats positifs se confirment également en termes d'événements hépatiques, donc moins de décès, moins de progression et moins de décompensation de la maladie hépatique. Donc voilà pour cette présentation. Donc au final, ces points clés à retenir sur la prise en charge des patients, c'est qu'évidemment c'est une prise en charge qui doit être, comme on le disait, pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, holistique, avec en tête de file néanmoins toujours penser aux modifications des modes de vie, avec notamment le régime à privilégier, c'est le régime méditerranéen.
Et ensuite, aujourd'hui, vous avez beaucoup de possibilités de prise en charge. Donc, je pense qu'effectivement, on peut se permettre maintenant de préconiser un dépistage puisque ça va forcément déboucher à des conseils personnalisés, une prise en charge. Et je crois que le topo de tout à l'heure, ce sera la médecine personnalisée, mais en tout cas, en fonction de la gravité de la maladie, si les patients sont atteints de NASH ou de MASH, eh bien, il y avait eu à un moment donné, on pouvait proposer la vitamine E qui reste un traitement qui a montré un bénéfice, mais dont la sécurité d'emploi n'est pas clairement démontrée, donc qui a été abandonné dans les recommandations européennes les plus récentes. La pioglitazone, au cas par cas, peut encore être une option. Les analogues du GLP-1, clairement. Il existe également, donc il y aura des traitements approuvés spécifiques et notamment le resmetirom qui vont pouvoir être proposés. Et puis partout dans le monde, il existe actuellement encore beaucoup de développement de médicaments avec des essais thérapeutiques éventuellement aussi qu'on peut proposer aux patients et c'est ce que je fais dans le service. Et quoi qu'il en soit, toujours travailler également sur la limitation de la consommation de l'alcool puisque c'est un cofacteur qui va favoriser la progression. En cas d'identification des sujets les plus à risque avec une cirrhose ou une fibrose avancée, là évidemment c'est une prise en charge spécialisée par nos collègues hépatologues. L'enjeu majeur c'est le dépistage du CHC. Et ce qu'ils nous disent bien souvent, c'est que la problématique, c'est que les patients ne savent pas qu'ils ont une fibrose avancée ou une cirrhose compensée, ils ne sont pas surveillés, ils ne rentrent pas dans le dépistage qui doit consister à une échographie tous les 6 mois, et bien souvent le diagnostic de CHC est encore fait à des stades trop tardifs pour pouvoir être traité et soigné de manière chirurgicale, alors que si on prend en charge une lésion minime, il est possible d'en guérir. Et puis bien entendu, restera pour les cas les plus graves la transplantation d'alcool, et dans ces cas-là, c'est abstinence totale d'alcool à recommander. Bien entendu également, toujours dans cette prise en charge holistique, ne pas négliger les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est la cause de mortalité première des patients atteints de MASH. Et donc ne pas hésiter à intensifier les traitements des contrôles cardiovasculaires et notamment, je vous le redis, de prescrire des statines qui ne sont pas contre-indiquées et qui ont démontré un bénéfice, même dans ces populations-là. Et puis le dernier pilier, c'est l'obésité, où là aussi on a de plus en plus d'opportunités et dans le futur, on l'espère qu'on aura accès à de plus en plus de molécules qui nous permettront de traiter efficacement l'obésité. Mais en tout cas, les modifications du mode de vie, la chirurgie bariatrique, notamment pour les patients, encore une fois, sans cirrhose, et les traitements pharmacologiques de l'obésité qui sont en train d'émerger et qui pourront nous permettre également d'apporter une solution pour tous ces patients. Et donc, permettez-moi de faire un peu de pub. Le SLD Summit de l'EASL, on se retrouvera les experts au Portugal le 23-25 janvier. Si vous êtes intéressé par la steatotic liver disease, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.